Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend? Tout le monde m'entend? Très bien. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs. Je trouve ça très important que les questions migratoires soient discutées et soient bien discutées dans des campagnes électorales, dans des campagnes référendaires, etc. Vous verrez ce que j'ai à dire sur la scène politique en matière migratoire. Une limite à ma présentation de ce soir, je ne prends pas position publique sur la votation. D'abord, je ne suis pas suisse, je ne vais pas voter, je ne vais pas vous dire comment voter vous, Suisses, c'est à vous de prendre vos décisions. Et deuxièmement, mon mandat des Nations Unies m'oblige à une certaine réserve. C'est-à-dire que je ne prends pas position sur des éléments d'une votation. Si suite à la votation, il y a des gestes qui sont posés par des gouvernements, là je peux envoyer des lettres au gouvernement en disant que je désapprouve et que je demande des explications et comment est-ce qu'on va protéger les droits des migrants de cette manière-là. Mais je ne prendrai pas position ce soir pour ou contre la votation. Je vous présenterai mes idées, j'aurais présenté les mêmes idées si l'autre camp m'avait invité et vous pourrez voir si ça correspond à vos idées ou pas. Ça va ? Alors, je vais essayer de parler une demi-heure. J'ai demandé des instructions pour qu'on me rappelle à l'ordre si je vais pas assez vite, pour qu'on ait une demi-heure pour les questions. Entre mythes et crise, repenser les politiques migratoires et la place du migrant dans nos sociétés. C'est un titre un peu trop long. L'image, c'est celle d'un des bateaux qui viennent souvent dans l'Atlantique, au large du Maroc, vers les îles Canaries. Et vous avez probablement un bateau de Frontex devant qui vient de la raisonner et qui va embarquer les migrants qui sont sur le bateau. Il y a une dizaine de diapos. Première diapo, nous sommes tous des migrants. Ça, c'est un panneau que vous avez en Arizona. D'habitude, ce sont des animaux qui traversent la route, mais là, c'est des migrants, des familles migrantes, parce que la route est à côté de la frontière. Nous sommes tous des migrants. Et j'aimerais poser une question que je pose souvent à des audiences comme ça. Qui d'entre vous habitait aujourd'hui dans la ville de naissance de vos 4 grands-parents? Une personne, oui. 2, j'ai deux mains. Voilà, c'est la proportion que j'ai d'habitude. Nous avons donc dans cette salle, presque tous, une expérience migratoire dans les 2 dernières générations. Alors ça peut ne pas être loin, peut-être que, je ne sais pas, vous habitez Genève et un de vos grands-parents était né à Lausanne. C'est déjà une migration, mais peut-être qu'il était né à Zurich. Là, il y a une migration linguistique aussi. Ou peut-être qu'il était né en Tchécoslovaquie, ou peut-être qu'il était né ailleurs. Et donc là, il y a une expérience migratoire. Nous sommes tous des migrants et on l'oublie trop souvent. On se pense installé, mais on ne l'est pas. Ça fait partie de l'ADN de l'humanité. C'est ce qu'on a toujours fait. L'être humain a conquis la planète a conquis l'Afrique d'abord, entre 180 000 ans et 80 000 ans avant notre ère. On est sorti d'Afrique, on a conquis le monde entier, on est arrivé en Australie il y a 60 000 ans, en Europe vers 40 000 ans, en Amérique du Nord il y a 15 000 ans, et on n'a pas arrêté de se déplacer, constamment. Et là, il y a des études de génétique aujourd'hui qui sont très intéressantes, qui montrent d'où on descend, etc. C'est absolument passionnant. C'est une des réponses, et une des réponses les plus efficaces, à tous les défis qu'on a rencontrés depuis 180 000 ans. Défis économiques, défis politiques, défis environnementaux. C'est des parcours qui peuvent être parfois très proches, parfois très, très longs. Il y a des gens qui restent sur place. On a trouvé des squelettes dans des cavernes allemandes qui étaient des parents directs de gens qui habitaient à 10 km de la caverne alors qu'ils avaient 3000 ans d'âge. Donc c'est possible de ne pas bouger. Il y en a qui ne bougent pas, ça arrive. Mais nous sommes tous essentiellement des migrants. On se déplace sans cesse pour les études, pour le travail, pour la famille, pour les vacances, pour les pèlerinages. Et donc la migration, ça n'est pas une anomalie, c'est l'état normal de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on pense à notre propre condition. Deuxième élément que j'aimerais signaler, c'est que les migrants ont des droits. Ça aussi, c'est assez contre-intuitif. Les migrants ont des droits, ils ont en fait exactement les mêmes droits fondamentaux que nous tous dans cette salle. Parce que ça s'appelle des droits de l'homme, des droits humains. Et c'est parce que nous sommes êtres humains que nous avons ces droits, sauf 2. Les citoyens se réservent le droit d'entrer et de rester dans le pays et le droit de voter et d'être élus.
En droit international des droits de l'homme, ces 2 droits sont réservés aux citoyens. Tous les autres droits sont pour chacun, everyone, en anglais. Donc, il n'y a pas de distinction dans le fait d'être titulaire de ces droits. Nous avons tous la même dignité et nous avons tous le droit d'avoir ces droits. Il n'y a pas de différence. Même le migrant en situation irrégulière a les mêmes droits fondamentaux que vous et moi. Ça ne veut pas dire que nous avons droit tous aux mêmes services gouvernementaux. Ce n'est pas parce qu'on a le droit à la santé qu'on a droit à tous les services gouvernementaux et tous les services de santé. Moi, je n'ai pas droit à des services périnataux. Je ne suis pas une femme. Je n'ai pas encore droit à ma retraite, parce que je ne remplis pas le critère. Les services gouvernementaux comportent des critères. Il y en a qui sont fondés sur la dignité des individus. Par exemple, les services de santé d'urgence. On est à peu près tous d'accord que quelqu'un qui saigne et qui est inconscient, on va d'abord le soigner avant de lui demander ses papiers. Et il y en a d'autres pour lesquels on peut discuter. La chirurgie plastique élective, sans raison médicale, etc., on peut discuter. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est dans tous les services gouvernementaux essentiel à la dignité des individus. L'objectif dans tout ça, c'est d'individualiser les décisions. C'est ce que tout le mouvement des droits de l'homme a fait depuis 100 ans. Les femmes ne savaient pas conduire. On se souvient encore de ça. Les femmes ne savent pas conduire. Puis on s'est rendu compte que Anna, elle conduit très bien, que Véronique aussi, elle conduit très bien, mais peut-être que Charlotte, un peu moins. Mais Jean-Baptiste non plus, il ne conduit pas bien. Hein. Donc on a individualisé pour les femmes, pour les ouvriers, pour les détenus, pour les gays et lesbiennes. On s'est rendu compte qu'il ne faut pas faire des traitements systématiques pour tout le monde et mettre tout le monde dans le même sac, dans le même paquet. Donc quand on dit les migrants, on voit une masse informe, sans visage, alors qu'en fait, quand on connaît Mohamed ou Sarah ou tel autre, eh bien tout d'un coup, on a une vision tout à fait différente. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'ils sont migrants. Donc là, pour les migrants, il y a ce travail d'individualisation à faire. La migration irrégulière n'est pas un crime. Alors, ça aussi, ça ne fait pas du tout partie du discours politique habituel. La migration irrégulière, c'est passer la frontière sans les documents requis. Traverser une ligne sur le sable et sans la documentation. Ça ne fait de mal à personne, rien n'est volé ou détruit, et ça ne pose pas un danger pour la sécurité nationale. Il y a juste quelqu'un qui a traversé une ligne, qui a passé, je ne sais pas moi, de Crassier à Divonne, à pied, sans présenter la documentation requise. Bon, et alors? Alors c'est présenté dans le discours politique comme un crime, mais en fait, ça n'est un crime ni contre les personnes, ni contre les biens, ni contre la sécurité nationale. 99,9% des migrants en situation irrégulière ne présentent aucun danger pour la sécurité nationale. Donc la migration irrégulière n'est pas un crime. Pourtant, tout le discours anti-immigration irrégulière, la présente comme un crime, comme un envahissement, comme une violation du droit. Oui, c'est la violation d'une règle juridique. C'est vrai, on aurait dû avoir des papiers. Mais c'est la même chose quand on stationne au mauvais endroit sans payer dans la machine. Là. On a violé une règle juridique, on a stationné sans payer. On n'est pas un criminel pour autant. On mérite peut-être la petite punition de la contravention qu'on retrouve sous le pare-brise. Encore, je trouve qu'à Genève, on n'en a pas souvent. Mais on n'a pas commis un crime, on n'est pas criminel. Et c'est la même chose pour la migration irrégulière. Les migrants irréguliers ne sont pas des criminels. Ils ne se voient pas eux-mêmes comme des criminels. Ils ne comprennent pas pourquoi on les détient pendant 2 ans sans procès dans certains pays, simplement parce qu'ils ont traversé la frontière. C'est une tendance lourde. C'est une tendance lourde partout, et c'est une tendance lourde à droite comme à gauche. Vous regardez dans plusieurs pays, sur la migration irrégulière, les partis de droite qui ont vocation à gouverner et les partis de gauche qui ont vocation à gouverner ont exactement le même discours. Prenez l'Angleterre, par exemple. Le Labour dit exactement la même chose que les Tories et les Lib Dems. Donc on a une espèce de consensus politique au centre sur un discours un peu outrancier sur la migration irrégulière, présentant cela comme une menace à l'identité nationale, à l'existence de l'État, etc. Et donc on a cette criminalisation.
Cette criminalisation dans le discours, elle est intéressante parce qu'elle ne se traduit pas par l'utilisation du droit criminel. Dans le droit criminel, dans le droit pénal, vous avez des mécanismes pour accuser des gens de crimes et vous avez, parce qu'on les a développés depuis 300 ans, des mesures de protection pour protéger l'innocent contre des fausses accusations et un procès inéquitable. On demande une preuve au-delà de tout doute raisonnable, seules certaines preuves sont admises devant les tribunaux et pas d'autres, etc. Il y a toutes sortes de règles de preuve et de procédures pour protéger l'innocent. La migration fait partie du droit administratif, pas du droit pénal. Toutes ces garanties n'existent pas. Le droit administratif n'était pas un droit dangereux jusqu'à ce que les migrants deviennent une des cibles importantes au cours des 30 dernières années. Il n'y a pas les mêmes garanties, il n'y a pas les mêmes règles de preuve, les mêmes règles de procédure. Et donc les politiciens, les autorités aiment bien utiliser le droit administratif. C'est beaucoup plus facile. La détention administrative n'a pas du tout les mêmes garanties que la détention pénale, même la détention provisoire. Par ailleurs, tout le débat qu'on a sur la migration irrégulière oublie la responsabilité que nous, États du Nord, avons dans cette migration. C'est toujours présenté comme eux viennent pour nous envahir et prendre nos emplois et bénéficier de nos services. Mais un mouvement de population se fait toujours parce qu'il y a des push factors et des pull factors. Les push factors, c'est la misère et l'instabilité politique dans les pays d'origine. Et les pull factors pour la migration irrégulière, c'est que nous avons des marchés de l'emploi pour eux. Nous avons des marchés de l'emploi clandestins pour les migrants, et ils le savent. Nous avons des employeurs suisses, canadiens, allemands, français, britanniques, qui emploient des migrants en situation irrégulière, parce que c'est très bon pour leurs résultats financiers. Ça coûte beaucoup moins cher que d'employer des citoyens suisses, britanniques, français ou canadiens. Et on ne lutte pas beaucoup contre cela. Dans des domaines comme l'agriculture, comme la construction, comme tout ce qui est hospitalité, hôtellerie, restauration, ou les services à domicile, vous avez énormément de migrants en situation régulière qui sont employés par de bons citoyens. Et on ne lutte pas contre ça. On le sait, on n'en parle pas. À Montréal, il y a un quartier entier qui fabrique des t-shirts, des chemisettes. Comment est-ce que fabriquer des t-shirts à Montréal peut être rentable quand on les fabrique pour 10 centimes au Laos? Ça ne peut pas être rentable. Ça ne peut être rentable que si on paye presque rien pour le travail. Et tout le monde le sait. Mais ce sont des entreprises, ça rapporte des taxes. Le député du lieu n'a aucun intérêt à dénoncer quelque chose qui va lui faire perdre des électeurs, sans en gagner par ailleurs. Et donc les États sont co-responsables de la migration irrégulière. Il y a des push factors, c'est vrai, mais il y a des pull factors chez nous sur lesquels on n'agit pas. Et si on met une barrière entre les deux, eh bien, on rompt le passage normal des populations. Rappelons-nous les années 50 et 60 entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Des millions de gens ont traversé la Méditerranée pour venir en Europe d'Afrique du Nord, travailler dans les usines Peugeot, Renault, etc. Il n'y avait pas de mort en Méditerranée, parce qu'il n'y avait pas de barrière. Et beaucoup de cette immigration était irrégulière. Ils venaient sans être autorisés à venir. Ils trouvaient ensuite un emploi et se faisaient régulariser. Mais il n'y avait pas de barrière. Aujourd'hui, il y a des barrières. On pose des barrières. Et ces barrières causent des souffrances immenses et surtout placent les migrants entre les mains de ceux qui peuvent leur faire passer la barrière, c'est-à-dire les mafias, les passeurs, smugglers en anglais. Ces mafias ont pris le contrôle du passage des frontières. Ce ne sont plus les douaniers qui contrôlent le passage des frontières en matière de migration, ce sont les passeurs. Et ça, c'est problématique. Et on le voit partout. Et plus la barrière est forte et dure, plus les passeurs ont un contrôle sur ce qui se passe à la frontière. Parce que le passage est plus dangereux, plus difficile, plus cher. Les migrants payent plus cher. Et ça devient dangereux pour eux, dangereux pour leurs familles. Ils prennent des dettes énormes et ces mafias contrôlent l'ensemble de ce trafic. On a des précédents de ça. La prohibition en Amérique du Nord, entre le Canada et les États-Unis, des familles canadiennes ont fait des fortunes à faire du bootlegging et de la contrebande d'alcool vers les États-Unis, parce qu'il y avait une barrière. Mais
les États-Unis, les Américains voulaient boire, donc il fallait leur fournir l'alcool. Et à partir du moment où on mettait une barrière, on créait une mafia. Et ça, on ne veut pas le dire. On ne veut pas dire que nous sommes co-responsables des morts en Méditerranée. Eux ont une responsabilité, ils entreprennent un voyage qu'ils savent dangereux, mais nous avons une responsabilité parce que nous savons que 1500 à 2000 personnes vont mourir par année à cause des politiques que nous mettons en place. Et ça, on n'en discute pas assez, je trouve. Un dernier exemple, et de toute façon, sceller la frontière, je l'écris, sceller la frontière, c'est un fantasme ridicule. Il n'y a jamais une seule frontière qui a été scellée, sauf à mettre un soldat tous les 20 mètres avec ordre de tirer à vue, et même la frontière de l'URSS était poreuse. Toutes les frontières sont poreuses, et particulièrement les frontières de pays démocratiques. Donc quand un ministre de l'immigration annonce qu'une fois pour toutes, il va sceller la frontière, c'est un fantasme, ça ne se réalisera pas. Il faudra avoir des niveaux de violence tels que nous ne les accepterions pas et que nous ne serions plus des démocraties. Dernier point, on a l'exemple de la lutte contre la drogue, the war on drugs, et de la prohibition, j'en parlais tout à l'heure, mais war on drugs, c'est intéressant comme comparaison. Il y a un article récent qui a été publié par un collègue qui fait une très bonne analyse comparative. Nous sommes partis de la tolérance zéro contre les drogues il y a une trentaine d'années, avec toute la war on drugs américaine en Amérique centrale, qui a rempli les poches des cartels. C'est à peu près tout ce que ça a fait. Ça n'a diminué ni la consommation, ni le trafic, ni rien. Et là, maintenant, nous commençons à nous dire que c'est un peu ridicule de dépenser tout cet argent pour rien, de faire tant de misère, de traiter les personnes, les usagers de drogue comme des criminels, et qu'il faut aller vers au lieu d'avoir le war on drug, tolérance zéro, il faut aller vers ce qu'on appelle en anglais harm reduction, réduction des dommages. Et donc, avoir des mesures où on traite les usagers de drogue comme des gens qui ont besoin de soutien, pas comme des criminels, peut-être rendre la vente de drogue permise, mais avec bonne fiscalité dessus, avoir du contrôle sur la qualité, etc. Faire quelque chose qui nous redonne le contrôle et évite de criminaliser tout un secteur. Et là, je me dis, il va falloir qu'on pense à la migration en ces termes. Les migrants ont des droits, ils viennent parce qu'on a besoin d'eux, il faudrait qu'on tienne compte de ce facteur et qu'on ne les traite pas comme des criminels et qu'on se rende compte que s'ils viennent, c'est qu'il y a des raisons. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins de main-d'œuvre de façon plus intelligente que de laisser d'énormes marchés clandestins de main-d'œuvre? Là, je voulais vous montrer cette carte. Ce sont tous les lieux de détention en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, tous les lieux de détention pour migrants. Je ne sais pas la valeur scientifique de cette carte, ça doit être en dessous de la réalité, mais tous ces lieux de détention de migrants, parce qu'on détient les migrants très facilement, en droit administratif c'est relativement simple, alors on détient ces migrants relativement facilement. J'ai visité beaucoup de centres de détention dans les missions que j'ai fait dans des pays, j'ai vu des migrants détenus dans des porcheries, alors là littéralement, dans des containers, dans d'anciens baraquements militaires, dans de nouveaux camps construits tout à fait selon des normes correctes, dans des postes de police, dans des sous-sols de postes de police. Il y a de tout, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Dans certains centres, ils ont le droit d'avoir leur téléphone cellulaire, dans d'autres non. Et puis on se demande pourquoi on leur interdit d'avoir leur téléphone cellulaire. Ils ne sont même pas accusés d'un crime. Ils sont accusés de rien. Ils n'ont juste pas les bons papiers. Et là, on les détient de façon systématique. On n'offre à peu près jamais d'alternative à la détention, alors que la détention doit toujours être quelque chose de dernier recours, une fois qu'on a épuisé d'autres moyens, ces autres moyens qu'on retrouve souvent en droit pénal, par exemple l'obligation de se présenter à la police tous les jours ou toutes les semaines, donner son passeport à la police de manière à ne pas sortir du pays, ou avoir quelqu'un qui vient vous rencontrer chez vous tous les 3 jours. Il y a toutes sortes de mécanismes, même les bracelets électroniques sont des alternatives à la détention. Tout ça existe, on pourrait l'utiliser, on ne le fait pas. La détention est en fait, elle aussi, un message, un discours de précarisation. Je vais y venir. La vulnérabilité des migrants est construite. La migration temporaire de migrants est quelque chose qui peut être bénéfique. Je veux dire, nos entreprises en profitent, notre économie en profite. Mais on crée des systèmes
par la pratique, alors que ce soit la migration irrégulière ou que ce soit tous les statuts relativement précaires de travailleurs migrants temporaires que l'on trouve dans de nombreux pays, y compris le Canada, l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, ici. Tous ces statuts précaires et les sans-statut se trouvent dans des situations de précarité qui leur font accepter des conditions de travail, des salaires, des heures de travail, un travail difficile, dangereux, etc., que n'accepteraient pas des gens comme vous et moi, qui ne voudrions pas travailler pour ce niveau de salaire à du travail aussi difficile ou aussi dangereux. Donc on crée des conditions de précarité pour que certaines gens acceptent de faire ce travail que personne d'autre ne voudrait faire. Je donne l'exemple très souvent du ramassage des fraises au Québec. Le ramassage des fraises au Québec, mi-juin à peu près, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement difficile. Vous êtes à quatre pattes par terre toute la journée. Ça commence à 5h30, 6h du matin, c'est les journées les plus longues. Ça se finit vers 10h du soir. La fraise se ramasse maintenant, parce que dans 3 jours, elle est terminée. Donc, il faut le faire tout de suite. Et c'est une saison très chaude, surtout si vous êtes loin dans des zones rurales. Et c'est la saison des moustiques. Et ça, ils sont pestilentiels. Quelqu'un comme ma fille de 28 ans, si on lui avait proposé à 20 ans comme travail d'étudiant d'aller ramasser des fraises, elle aurait demandé 25 $ de l'heure. Les migrants sont payés 2 ou 3 $ de l'heure. Et on crée un système de travailleurs migrants temporaires ou de travailleurs irréguliers pour des gens comme ça qui vont accepter ces conditions-là, que nous jugerions indignes s'il s'agissait de nos enfants, mais on trouve que pour des travailleurs migrants temporaires, c'est encore mieux que chez eux. Voilà, l'argument qui est le plus souvent utilisé. C'est encore mieux que chez eux. Mais on crée cette précarité. C'est nous qui la créons. On crée les statuts précaires ou on crée l'irrégularité. Et quand on parle de migration irrégulière, d'abord, dans la terminologie, on dit souvent des illégaux ou des clandestins, plutôt que de parler de migrants en situation irrégulière. Et à chaque fois que se pose un problème pour un migrant en situation irrégulière, ça va être un problème d'immigration. Alors, par exemple, il a un enfant avec lui, l'enfant doit aller à l'école. Alors ça, c'est un problème d'immigration, alors que ça devrait être un problème scolaire. S'il se présente à l'hôpital et qu'on ne sait pas si on doit le soigner, c'est un problème d'immigration, alors que ça devrait être un problème de santé. S'il se blesse au travail, c'est un problème d'immigration, alors que c'est un problème d'inspection du travail. Ce n'est pas un problème d'immigration s'il se blesse. Et pourtant, dans les discours politiques, chaque fois qu'on parle des migrants, chaque fois qu'il y a un migrant qui entre en contact avec un service, c'est un problème d'immigration. Et ça aussi, c'est construit. On a construit une espèce d'espace autour du migrant qui fait que tout est migrant, au lieu de le traiter comme n'importe quel autre sujet de droit sur le territoire. Et donc, cette construction, c'est un effet des discours. Nous avons construit depuis une trentaine d'années un discours sur la migration qui place le migrant à un endroit très précis de l'échiquier social et qui le maintient dans cet espace. Le migrant n'a pas le droit d'aller ailleurs que dans cet espace où il n'est qu'un migrant. Il est toujours traité en migrant, jamais en travailleur. Dans de nombreux pays, par exemple, les étrangers n'ont pas le droit de se syndiquer. Les locaux peuvent se syndiquer, mais pas les étrangers. Donc il ne peut pas être membre d'un syndicat. Il n'est pas traité comme un travailleur qui devrait pouvoir se syndiquer. Il est traité comme un migrant. Effet de discours, et là, on a un problème qui est celui de l'irresponsabilité des discours politiques. Et quand j'utilise le mot irresponsabilité, c'est dans son sens technique. Ce n'est pas que tous les politiciens sont des irresponsables, c'est que le politicien, dans un pays comme celui-ci ou comme le Canada, est quelqu'un qui réagit à des incitatifs électoraux. Nous avons défini que l'élection est le mode de contrôle de l'action des politiciens. Malheureusement, les migrants ne votent pas et ne sont pas élus. Les migrants ne font pas partie de l'électorat, les migrants ne sont pas courtisés par les électeurs, par les politiciens, et les migrants ne peuvent pas voter contre des politiciens, même pas voter pour, mais surtout pas voter contre. Et donc, les migrants ne comptent pas.
Et nous sommes devant une des limites de nos démocraties électorales. Si vous n'êtes pas représenté, la protection de vos droits est extrêmement difficile. Et là, on a, contrairement aux femmes par exemple, qui n'étaient pas représentées tant qu'elles ne votaient pas, se sont battues pour pouvoir voter et ensuite ont gagné des batailles politiques, mais les migrants, ça n'arrivera pas. C'est arrivé aussi pour les détenus, c'est arrivé pour les gays et lesbiennes, c'est arrivé pour les travailleurs. On se bat d'abord comme citoyen, on gagne des batailles politiques, on convainc un parti de changer son programme, et petit à petit, le migrant, ça n'arrivera pas. Le migrant ne votera pas. Le migrant sera toujours l'étranger qui ne vote pas. Et là, on a une limite de la démocratie électorale. La démocratie électorale n'est pas le système politique parfait. Nous avons maintenant des portions importantes de la population qui ne sont pas représentées et donc ne comptent pas. Et vous avez, pour cela, des discours irresponsables. Je veux dire, encore aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que les migrants volent des emplois. C'est ce que Jean-Marie Le Pen a dit il y a 30 ans. 2 millions de chômeurs, 2 millions d'immigrés, c'était son slogan en France. Et Jean-Marie Le Pen a dit ça il y a 30 ans. 30 ans plus tard, les gens le croient encore. Alors que si vous regardez l'évolution des mentalités par rapport aux femmes, par rapport aux gays et lesbiennes, c'est extraordinaire, sur les mêmes 30 ans. Sur les immigrants, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé parce qu'ils ne sont pas dans le débat politique, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas participer au débat politique. Leur seule crainte, c'est d'être identifiés, arrêtés, détenus, déportés. Il n'est pas question d'aller se présenter devant des caméras de télévision pour parler. Il n'est pas question de se plaindre, de protester. Vous avez quand même très peu de manifestations dans les rues. Il y en a de temps en temps, mais c'est relativement rare d'avoir des manifestations dans les rues de migrants. En 2006, aux États-Unis, il y a eu de grandes manifestations. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Les migrants ne manifestent pas, ne protestent pas, se plaignent très peu, ne portent pas plainte à la police, ils ont tellement peur de la police. Et donc ils n'utilisent aucun des moyens par lesquels nous pouvons faire pression, nous, sur les politiciens. Et donc les politiciens peuvent dire n'importe quoi. Les politiciens peuvent parler d'eux comme si c'était comme s'ils étaient la lèpre, comme s'ils amenaient toutes les maladies. On entend tous les stéréotypes sur les migrants dans les discours politiques. Et les politiciens qui ont un compas moral se taisent. Parce qu'ils ont un conseiller stratégique qui leur dit « Si tu dis ce que tu penses, on perd des points. Si tu ne veux pas dire ce que moi j'aimerais que tu dises, tu te tais. » Ça, les conseillers stratégiques qui calculent chaque demi-point dans les sondages sont féroces avec leurs politiciens, avec les politiciens dont ils s'occupent, en conseillant des stratégies. Et les migrants sont nulle part là-dedans. On peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas de réaction politique. Et nous, citoyens, on ne se mobilise pas pour les migrants, collectivement. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent bien, il y a beaucoup d'avocats qui font du bon travail, il y a des églises, mais ça ne remplace pas un parti politique dans nos systèmes, qui est capable de porter des idées. Bon, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire là-dessus. Je reviendrai là-dessus si nécessaire. Un des outils qu'il est possible d'utiliser pour protéger les droits des migrants, c'est le décideur indépendant, le juge, par exemple. On a vu depuis une quinzaine d'années de très bonnes décisions de la part des tribunaux. La Cour suprême américaine a quand même dit que les prisonniers de Guantanamo avaient des droits. C'est pas ce que voulait le gouvernement américain, mais c'est ce que la Cour suprême a dit. Dieu sait qu'elle est conservatrice, mais elle a dit ça quand même. C'est déjà bien. La Cour suprême britannique a dit que le gouvernement britannique n'avait pas le droit d'empêcher à Prague, à l'aéroport de Prague, les citoyens tchèques ayant l'air d'être Roma de monter dans les avions. C'est quand même extraordinaire que le gouvernement britannique ait cru pouvoir plaider cela publiquement jusqu'en Cour suprême, que ces agents devaient pouvoir exclure les citoyens tchèques ayant l'air Roma de monter dans les avions. C'est de la discrimination raciale pure et dure. Mais le gouvernement britannique croyait qu'il pouvait le défendre jusqu'en Cour suprême, et la Cour suprême britannique a dit « Mais écoutez, il n'y a aucune justification. Pourquoi est-ce qu'un Roma devrait être empêché de monter dans un avion ?» Bon, s'il a un casier judiciaire, je veux bien, mais démontrez-le. S'il représente un risque de terrorisme, d'accord, amenez-moi un dossier, mais pas parce qu'il est Roma. Et donc on a vu, dans des tribunaux internationaux, Cour européenne des droits de l'homme, Cour européenne de justice,
Cour interaméricaine des droits de l'homme, ou dans des tribunaux locaux, que ce soit des cours suprêmes ou même des petits tribunaux, des tribunaux d'instance, où des tas de décisions ont été prises parce qu'il n'y a pas de pression électorale, parce que ce qui intéresse le juge, c'est la cohérence du système juridique. Or, si on peut détenir quelqu'un pour 2 raisons seulement, il ou elle présente un danger pour la société et où il ou elle ne se représentera peut-être pas à une procédure à laquelle il ou elle doit participer, c'est les 2 seules raisons pour lesquelles vous et moi, on peut être détenus préventivement, pourquoi est-ce qu'on pourrait détenir les étrangers pour d'autres raisons? Là, le juge pose la question et demande aux États de se justifier. Et là, on peut gagner. Et là, il y a des batailles qui ont été gagnées dans plusieurs pays sur la capacité d'ordonner des détentions, alors qu'il n'y a aucune preuve que la personne ni présente un danger, ni ne se représentera pas. Et donc, les tribunaux sont capables de faire des choses, de dire à des politiciens, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose avec lequel il faut travailler, mais c'est quelque chose qu'il est difficile de faire parce que les migrants ne portent pas plainte. C'est seulement quand un migrant se fait attraper, par exemple, que là, il doit se défendre. Et bien souvent, il n'a pas accès, les États du Nord global et pas mal les États du monde entier, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher l'accès facile des avocats, le financement facile des interprètes, l'accès facile aux centres de détention, qui sont toujours construits très loin des centres-villes, là où il n'y a pas de transport public. De façon systématique, vous regardez où sont tous les centres de détention construits récemment pour les migrants, et c'est toujours loin du centre-ville et il n'y a aucun transport public. Alors pour les familles, c'est facile. C'est manifestement fait exprès. Donc, communication difficile, interdiction d'avoir accès au téléphone facilement, etc. Donc, on a rendu difficile, suppression de nombreux appels aussi. Dans la loi canadienne, par exemple, on a supprimé tous les appels. Il y a toujours des contrôles judiciaires, ce qu'on appelle du contrôle de légalité, mais c'est très aléatoire et ça ne revérifie pas l'appréciation des faits. C'est seulement s'il y a une erreur de droit. Il n'y a pas souvent d'erreur de droit. 99% des décisions en matière migratoire sont sur l'appréciation des faits. Donc en fait, il n'y a pas d'appel. Donc c'est difficile pour les migrants d'avoir accès à la justice. Or, c'est la seule chose qui pourrait éventuellement fonctionner. En riant, le président du Danish Refugee Council, il y a 25 ans, disait qu'en fait, l'idéal en Europe serait d'avoir une immense fondation avec 1 milliard d'euros dedans, ce n'était pas des euros à l'époque, et de noyer les tribunaux de toute l'Europe sous les demandes des migrants, jusqu'à ce qu'on se rende compte de l'importance de la question. Il disait ça en riant, mais quelque part, il y avait quelque chose de vrai là-dedans. Il faut donc, et c'est un des appels que je fais à tous les États que je vais visiter, il faut donc soutenir les ONG, soutenir les avocats qui aident les migrants, qui leur amènent des interprètes, qui travaillent avec les migrants en détention ou hors de détention, qui les aident à faire régulariser leur statut, qui aident les familles à avoir accès à l'école, à avoir accès à la santé. Là, il y a tout un travail à faire pour aider ces ONG à avoir plus de visibilité et éventuellement aider les avocats à présenter des recours. Là, il y a un travail fort à faire sur de nombreuses années parce que tout ça va prendre du temps. Je reparlerai des firewalls si on a le temps. La communauté internationale se mobilise très lentement. Les États ne veulent pas perdre le contrôle de leur politique migratoire et surtout, ils ne veulent pas perdre le contrôle des discours qu'ils ont sur la politique migratoire. Quand un tribunal les empêche de faire quelque chose, ils perdent non seulement ce qu'ils étaient en train de faire, mais ils perdent surtout le discours, la légitimité du discours de ce qu'ils étaient en train de faire. Quand le tribunal a dit au gouvernement britannique « vous ne pouvez pas empêcher les Romas de venir simplement parce qu'ils sont Romas », mais tout le discours sur le danger des Romas a été ébréché. Tout d'un coup, le discours lui-même perd de sa légitimité. Or, c'est ça qui fonctionne pour beaucoup de politiciens. C'est ce discours. Quand on parle des illégaux, des clandestins, des terroristes qui veulent nous envahir, etc., ces effets de discours qui ne sont pas contredits parce qu'on ne voit pas les migrants, on ne les voit pas à la télé, on ne les entend pas à la radio, on ne les fait jamais parler, eh bien ça reste. Et les politiciens ont besoin de ce discours. Et donc, les États ne veulent pas lâcher les politiques migratoires. Et il n'y a pas d'organisation internationale qui s'occupe des migrants de façon à protéger les migrants.
il y a une organisation internationale, qui s'appelle l'Organisation internationale pour les migrations, qui fait énormément de choses pour les migrants, qui fait de l'excellent travail de terrain, mais qui historiquement a été fondée par les États pour faire du transport de migrants, pas pour les protéger, qui encore aujourd'hui n'a pas vraiment de mandat de protection, même si bien souvent sur le terrain, les agents de l'OIM font de la protection, ils n'en ont pas le mandat. Et les États aiment bien l'OIM parce qu'elle ne fait pas partie des Nations Unies, donc n'est pas alourdie de tout le bagage droits de l'homme qui est à l'intérieur des Nations Unies, et n'a pas de mandat de protection. Et donc on peut demander à l'OIM de faire des choses qu'on ne pourrait pas demander à d'autres organisations internationales comme le HCR ou l'Organisation internationale du travail, par exemple. Donc, l'OIM, qui fait du bon travail sur le terrain, qui a maintenant des principes, etc., est encore un peu l'enfant chéri des États parce que c'est en dehors du système international qu'on a établi autour des Nations Unies. Tous les forums de discussion internationaux qui ont été créés sont en dehors des systèmes normaux. Tout le système, par exemple, migratoire de l'Union européenne a été fabriqué dans Schengen. Et Schengen était une association d'États complètement en dehors de l'Union européenne. Et une fois que la politique a été construite, là, on l'a réintégrée dans l'Union européenne en obligeant les autres États à l'adopter. Bien, cette externalité, le construit de ces politiques en dehors des cadres qui comprennent des garanties droits de l'homme, comme c'était le cas pour l'Union européenne, comme c'est le cas pour les Nations unies. Les États veulent construire les politiques migratoires en dehors, pour ne pas être gênés par les contraintes droits de l'homme. Et donc on voit beaucoup d'initiatives qui se passent en dehors de ces cadres-là. L'ONU essaye de se donner une crédibilité, mais elle n'a pas vraiment d'institution qui s'occupe des migrants. Il y a le HCR qui s'occupe des réfugiés, des personnes déplacées. Il y a l'OIT qui s'occupe des travailleurs migrants, mais pas de tous les migrants. Il y a le Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme qui s'occupe de tous les droits de l'homme, dont les droits des migrants, mais qui n'a pas beaucoup de budget, c'est une toute petite organisation. Il n'y a pas grand monde à l'intérieur. Il y a l'UNICEF. Il y a, je ne sais pas moi, 8% des enfants du monde qui sont des enfants migrants, ou 10%. Donc c'est une petite proportion du travail de l'UNICEF. Ce n'est pas une grande priorité, les enfants migrants. Il y a du bon travail qui se fait aux Nations Unies, mais ce n'est pas là que les États essayent de travailler surtout. Les États essaient de travailler en dehors de tout ça. Il existe pourtant un certain nombre de cadres. La Convention sur les travailleurs migrants, une convention internationale qui s'appelle exactement Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Convention de 1990, qui n'est ratifiée par aucun État du Nord global, parce que cette convention dit tous les migrants ont des droits et les migrants en situation régulière ont des droits supplémentaires. Ce qui signifie que les migrants en situation irrégulière ont des droits. Et il y en a une série. Droits qui ne sont pas nouveaux. Ils sont tirés des pactes internationaux sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques, sociaux et culturels, Convention sur les droits de l'enfant, Convention contre la discrimination raciale, Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, etc. Les obligations des États à l'égard des migrants, elles existent dans tous ces textes de droits de l'homme. Mais dans la Convention sur les droits des travailleurs migrants, on les a réunis pour dire que ça s'applique aussi aux travailleurs migrants en situation irrégulière. Et ça, les États du Nord ne veulent pas le dire. Ils y sont obligés, leurs tribunaux le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Ils ne peuvent pas mentionner ça dans le discours politique. Imaginez si demain François Hollande disait « Nous allons protéger les droits des travailleurs en situation irrégulière en France », imaginez le score de Marine Le Pen aux élections suivantes. Et c'est un peu ça le dilemme dans lequel nous sommes en ce moment. Pour terminer, je voudrais simplement dire que, et c'est le point sur lequel j'insiste, c'est que la dignité n'a pas de nationalité. Nous sommes tous titulaires de cette dignité et nous avons tous les mêmes droits fondamentaux, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation administrative, où que ce soit sur la planète. Malheureusement, dans la compréhension des citoyens que nous sommes et des politiciens que nous élisons, les droits de tous sont en fait surtout, d'abord et avant tout, les droits du citoyen. C'est-à-dire que si les migrants ne sont pas contents, ils peuvent toujours rentrer chez eux, et chez eux, ils voteront s'ils peuvent voter, et ils exerceront leurs droits chez eux.
L'idée que nous avons tous les mêmes droits aujourd'hui dans la rue, ici à Genève ou à Montréal, quel que soit notre statut administratif, même le migrant en situation irrégulière, c'est quelque chose qui n'est pas encore passé dans nos mentalités. 250, 300 ans de nationalisme avec tout ce qui a été exacerbé au cours des 30 dernières années fait encore qu'une grande partie des gens ont un mouvement de recul quand on leur dit qu'un migrant en situation irrégulière a les mêmes droits fondamentaux qu'eux. Là, il y a beaucoup de travail à faire. Et je m'arrête là-dessus et je prendrai les questions. Je vous remercie.